Bonjour, bonjour à tout le monde pour ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Impact Études groupe JLO, donc sur le sujet du harcèlement. Alors, le sujet du harcèlement, on l'a déjà traité dans un direct précédent de Miroir Social, c'était le 12 janvier dernier. Si vous voulez y retourner, il y a le replay en accès libre, bien entendu. Et le 12 janvier, on avait parlé du thème du harcèlement sur l'angle des référents harcèlement. Référents du côté des directions, référents du côté des CSE. Cette fois, on va parler du sujet du harcèlement sous l'angle des enquêtes. Alors, on va encore parler des référents, mais là, cette fois, en termes d'action, dans le cadre des enquêtes, à la fois les enquêtes pilotées par les directions de façon unilatérale et les enquêtes paritaires lancées par le CSE dans le cadre des alertes harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Bienvenue à tout le monde pour cette matinée. Vous êtes nombreux, n'hésitez pas à participer dans le chat, à interagir. On va monter les échanges en deux parties. La première, pendant 45 minutes, nos intervenants et intervenantes vont poser le sujet par leur prisme, aux fonctions de leurs expériences respectives. Et ensuite, on va avoir une petite synthèse un peu de ce qui a pu se dire, les interactions qu'on a pu noter dans le chat et dans les questions. N'hésitez pas également à poser des questions. Et ensuite, ça permettra d'alimenter une seconde partie de 45 minutes également, pour bien terminer à 10h30, sur voilà, les échanges plus libres en fonction de vos retours et en fonction des rebonds respectifs de nos intervenantes et intervenants. Je m'arrête là et donc, en premier lieu, je présente déjà un peu nos intervenants. Donc Stéphane Rose, tu es le responsable directeur associé de Impact Études et tu fais partie du groupe JLO. Merci à vous de porter cette matinée. Merci à vous. Cyril Giraud, tu es délégué syndical CFE-CGC chez Thales, sur un site de Thales, et tu nous vas rapporter deux exemples d'enquêtes menées par les directions sur les affaires de harcèlement sexuel et comment, vu du CSE, comment tu appréhendes les choses. Christine Fourage, tu es la responsable CGT du syndicat de l'enseignement privé et de la recherche, et tu nous vas également retour un peu sur tes expériences, comment tu as pu conduire en tant qu'élu des enquêtes, et là, sur le coup, paritaire, dans le cadre de l'affaire de harcèlement. Et Sylvain Blondiot, tu es donc responsable sécurité et santé au travail chez Orvitis, qui est un ex-office HLM en Côte d'Or. Donc, vous êtes 220 salariés, c'est donc on va dire une PME. Et comment on appréhende le risque et comment on fait de la prévention avec cette fois l'éclairage direction. Voilà. Voilà. Merci à vous de vos interventions respectives. Et donc, Stéphane, on va commencer avec toi. Le groupe GLO, dont fait partie Impact Études, vous faites à la fois des enquêtes unilatérales de direction qui vont rechercher là des faits pour pouvoir asseoir des sanctions potentielles dans le cadre d'affaires de harcèlement, mais également vous êtes partie prenante dans des enquêtes paritaires, là cette fois lancées par les CSE, pour non pas étayer des sanctions, mais pour prévenir et éclairer un peu le risque. Voilà. Donc, Stéphane, si tu peux un peu nous présenter un peu ces deux approches et dans quel contexte elles se situent au niveau du groupe. Oui, merci Rodolphe. Juste une présentation. Donc, le groupe JLO, on est un intervenant santé au travail, on va dire, et diversité au sens large, qualité de vie au travail, une centaine de collaborateurs en France. Et avec une filiale, effectivement, Impact Études, dont je m'occupe aussi, là, qui, elle, est spécialisée dans l'accompagnement des représentants du personnel, avec des équipes indépendantes, qui travaillent aussi, effectivement, là, sur de la formation, sur des enquêtes, sur de l'expertise, puisqu'on a aussi l'ancien agrément CHSCT, maintenant la certification Calianor. Alors, pour effectivement repréciser ce que tu viens de dire sur les différentes enquêtes, alors quand nous intervenons au niveau JLO sur l'accompagnement des
des employeurs sur les enquêtes, on va dire unilatérales, celles qui n'impliquent pas nécessairement, puisque ça peut être le cas aussi, hein, parce qu'une enquête est employeur qu'elle n'associe pas à un moment ou à un autre les représentants du personnel. En tous les cas, le but, c'est de partir sur l'établissement des faits. Alors, le but de notre rapport, nous, c'est pas de sanctionner, hein. C'est l'employeur qui en tirera des conséquences éventuellement pour sanctionner, mais notre travail n'est pas d'aboutir à une sanction, mais il est bien d'établir des faits pour permettre une meilleure compréhension possible et de prendre des mesures qui peuvent être des sanctions, mais et c'est ce qu'on fait dans nos préconisations, parce que nous, on n'inclut jamais de sanctions dans nos préconisations, mais des mesures qui permettent de prévenir ces risques-là à disposition de l'employeur, soit sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme. Voilà, donc ça, c'est un premier cadre. Effectivement, côté impact étude, quand on intervient, c'est exclusivement sur des enquêtes paritaires, donc sur sollicitation des élus en accord avec les employeurs. Dans ce cadre-là, on accompagne la délégation d'enquête pour mener à bien ces enquêtes. Alors, ça peut être à différents niveaux. On peut être sollicité sur de l'accompagnement méthodologique. Donc là, on va être en back-office, en retrait, mais on va être pour aider à préparer les questionnaires, par exemple, pour aider à traiter les résultats des entretiens et à formuler des préconisations. Et ça peut aller jusqu'à une sous-traitance, on va dire, intégrale, quand les sujets sont des fois un peu plus complexes, ou il y a, j'allais dire touchy, en un mot anglais, mais en tout cas plus difficile à traiter en interne, auquel cas la délégation d'enquête peut nous amener aussi à sous-traiter intégralement les entretiens, la production du rapport, qui, quand même, in fine, sera, j'allais dire, c'est pas nous qui présentons le rapport en tant que tel, c'est bien la délégation d'enquête qui s'approprie le travail que nous faisons et qui va le présenter. Et si ça il y a des choses qui ne conviennent pas à la délégation d'enquête, elle fait ce qu'elle veut du rapport. Hein. Donc c'est pas notre travail est un travail de quoi qu'il en soit, quel que soit le mode opératoire, au service de la délégation d'enquête élus et employeurs. Voilà. Donc ça c'est important de le préciser parce que ça permet aussi pour nous de garantir deux choses. La première, c'est que nous on apporte une garantie méthodologique, donc avec un savoir-faire, avec des intervenants experts, des méthodes qui sont validées INRS ou autres, hein, enfin avec des garanties par nos certifications, nos méthodes de travail, mais au final aussi que ça n'est pas un audit d'un consultant, c'est bien un rapport au service de la délégation et on a des échanges permanents avec cette délégation d'enquête pour justement que ce travail soit co-construit et qu'au final, il y ait une appropriation intégrale du travail qui est fait et que ça n'est pas une présentation d'un rapport de consultant, mais bien le travail de la délégation d'enquête qui a plus ou moins sous-traité une partie de la mission. Ok Stéphane, un rebond là-dessus. Dans votre travail dans le cadre de la délégation d'enquête paritaire, Oui. dans quelle mesure il y a un travail important à faire pour que les élus qui vont être amenés à questionner dans le questionnement des parties prenantes, de se sortir l'idée de la tête des notions de victime ou de coupable, etc. Et que c'est pas forcément facile de ne pas avoir ça en tête quand on a une enquête paritaire. C'est quoi l'histoire là ? Oui, alors l'histoire c'est déjà de se débarrasser un peu de ce mot enquête, hein, qui est le terme légal, mais qui a une connotation, on comprendra bien, policière ou en tout cas d'investigation qui peut être à charge. Et pour une délégation d'enquête paritaire, ça n'est absolument pas l'objet. Hein. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus. Deuxièmement, c'est de former, bien sûr, les élus. Nous, ça fait partie en tout cas de la délégation. Ça peut être sur une formation courte, ça peut être quelque chose un peu plus long. En tout cas, donner les éléments de compréhension de comment se construit l'entretien, le type de questions qu'on va poser, la méthodologie et surtout l'analyse. Comment on analyse les résultats des entretiens. Parce que ça, c'est aussi important, puisqu'on va entrer chercher des préconisations. Le but, ça n'est pas d'identifier un responsable. Quand on fait une enquête paritaire, on a déjà le responsable. Il n'y a pas besoin de le chercher, c'est l'employeur. Donc, j'allais dire, juridiquement, l'employeur est responsable de la santé des salariés, de ce qui se passe chez lui. Donc, chercher le responsable, on perd son temps, on l'a déjà. Après, l'employeur, il cherchera lui-même des sous-responsabilités, des fautes éventuellement commises. C'est ce qu'il doit faire d'ailleurs, puisqu'il a une obligation lui aussi de faire cesser
des faits délictueux ou des faits répréhensibles dans les meilleurs délais. Donc, il doit faire ce travail d'enquête et de sanctions éventuelles, mais ça n'est pas notre rôle à nous de déterminer quelles sanctions il doit prendre. Ça, il voit ça avec ses avocats ou ses conseils juridiques. Nous, on n'est pas dans ce champ-là. En revanche, effectivement, on va, dans notre méthodologie, faire en sorte qu'on puisse classer tous les éléments recueillis, par exemple par facteur de risque, hein, si on est sur des dominantes de risques psychosociaux, c'est souvent le cas dans le harcèlement, puisque ça fait partie de violence au travail, et donc qui permettront derrière de faire vraiment de la prévention à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire ou au niveau tertiaire. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rodolphe. Très bien. Et dans le cadre des enquêtes unilatérales de direction, où là, on recherche à asseoir des sanctions, c'est quoi la place, on y reviendra avec les autres interventions, mais la place pour toi du contradictoire, pour le présumé coupable ou la présumée coupable? Alors pour moi, la place du contradictoire, elle est importante parce que c'est ce qui donne confiance aussi au process dans son ensemble. Donc, nous, on va sans arrêt inciter, essayer de convaincre l'employeur de faire une procédure la plus contradictoire possible, et notamment quand il y a quelqu'un mis en cause. Et on sait très bien que les mises en cause sont pas des coupables nécessairement. Il y a des situations où c'est assez flagrant, on a des éléments, mais on a plein de situations, et je pense notamment aux enquêtes pour harcèlement. C'est jamais noir-blanc. Il y a toujours des zones grises qui sont pas simples à identifier. Et donc, il faut être très prudent. Et je pense que le contradictoire permet quand même de donner en partie une garantie que le déroulement se fait en respectant l'ensemble des parties. C'est-à-dire, je respecte la parole de la présumée victime qui effectivement, ou des victimes potentielles, mais je respecte aussi la présomption d'innocence de quelqu'un qui n'est pas forcément un harceleur. Il faut aussi prendre en compte que cette notion de harcèlement est une notion juridiquement très encadrée et que des pratiques managériales, on va dire inappropriées, ne sont pas nécessairement du harcèlement. Donc il y a aussi de temps en temps un amalgame qui est fait entre on me met la pression de façon insistante avec du harcèlement. Le harcèlement, ça nécessite quand même il y a une définition juridique précise et ça ne peut in fine être qualifié que par un juge. Donc attention aussi au vocabulaire. Je pense qu'à la fois le contradictoire et le respect de la présomption d'innocence et l'écoute quand même, hein, je pense que c'est important d'être en écoute aussi des victimes, bien sûr, hein, des faits qui sont étoffés. Et notre rôle à nous va justement être d'essayer de faire la part des choses entre des ressentis qui sont importants et qui contribuent à plus ou moins faire monter les risques psychosociaux et des faits que l'on va pouvoir établir par des documents, par des témoignages concordants, par des écrits, par des éléments objectifs. Voilà. Et donc notre rôle, c'est d'essayer d'objectiver les situations. Entendu. Et Stéphane, tu me disais que l'enquête paritaire du CSE, c'était souvent l'occasion de sortir par le haut. Tu avais le cas d'une boîte, d'une entreprise, parlons bien, où une salariée, la direction veut sanctionner une salariée pour harcèlement, sauf que pendant longtemps, les faits étaient caractérisés pour vous, sauf que la sanction ne tient pas parce que le délai de 2 mois est passé, et que là, les éléments qu'a la direction dans le délai de moins de 2 mois, ils ne tiennent pas la route sur un dossier pour une sanction disciplinaire. Et dans quel cadre, là, une enquête paritaire peut permettre de peut-être mettre les choses à plat? Oui, absolument. Sans rentrer, je vais pas rentrer dans le détail évidemment de l'entreprise dans laquelle ça s'est passé, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a été nous sollicités en urgence pour intervenir sur un signalement de harcèlement. Donc on a avec l'employeur recueilli un maximum d'éléments. Quand on a fini de recueillir les éléments et quand on a mené un certain nombre d'entretiens, on en a mené quasiment une trentaine, donc c'était quelque chose de relativement étoffé, hein. On s'est rendu compte qu'il y avait deux parties, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, au regard des pièces documentées, des témoignages concordants, a en tout cas pu commettre des faits qui auraient été qualifiés de harcèlement, mais qui s'était déroulé il y a 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, enfin on remonte très longtemps en arrière, sans qu'il y ait de la part de l'employeur d'actions mises en œuvre pour faire cesser les choses, en tout cas ni de sanctions ni ce genre de choses.
Et aujourd'hui, les éléments à charge dans le signalement qui est récent et qui lui pourrait être retenu pour des faits de harcèlement ne tenait pas la route. Donc on avait une situation qui était un petit peu hybride, c'est-à-dire que j'ai des faits qu'on peut qualifier de harcèlement mais qui ne sont plus sanctionnables juridiquement puisque déjà en délai dépassé, et j'ai actuellement une accusation de harcèlement qui ne tient pas la route parce que ce sont des simples faits, on va dire, de peut-être de management un peu inapproprié, mais rien de méchant. Donc, notre objectif et le travail qu'on a pu faire avec la direction, c'était justement de s'interroger pourquoi pendant de nombreuses années on a eu ces dysfonctionnements managériaux. Et je parle pas de la personne, je parle des strates supérieures qui n'ont rien fait malgré des alertes répétées et quel type de process on peut mettre en place et de voir comment on peut aussi accompagner sans forcément sanctionner, puisque juridiquement on ne peut pas, la personne pour qu'elle change de façon de travailler et que ça se fasse aussi parce que cette personne-là se retrouve en grande difficulté, elle ne comprend pas, et à juste titre, qu'il ne se soit rien passé pendant des années et que là, pour des broutilles, on veuille la sanctionner pour harcèlement, ce qui n'était pas le cas. Hein. Donc, c'est une situation qui n'était pas simple, mais je pense qu'avec l'employeur, on a pu travailler justement sur des choses un peu plus organisationnelles et d'accompagnement managériaux, parce que cette situation n'était pas forcément unique, hein, et de permettre à l'employeur, à la salariée et aux victimes d'être reconnus dans leurs difficultés, dans leurs douleurs pour certains, sans pour autant qu'on ait une sanction qui, là, juridiquement, ne tenait pas. Ok, merci Stéphane. Cyril Giraud, donc tu es donc délégué syndical CFE CGC chez Thales du côté de Bordeaux. Oui. Et tu vas nous raconter donc un retour d'expérience de deux enquêtes pour harcèlement sexuel qui ont été conduits par la direction, donc dans une logique de sanction, là, pour le coup, cette fois. Si tu peux déjà nous raconter un peu comment ces alertes sont remontées chez vous, dans le périmètre Thales, d'où tu es. Oui, alors d'abord, je voudrais préciser d'où je parle, Ouais, parce que c'est vas-y. quand même important là-dessus. Donc, effectivement, on a eu des remontées qui sont arrivées dans le cas de la première enquête par la référente harcèlement salarié. Donc, moi, je suis élu au CSSCT, mais je suis pas référent harcèlement. Donc, les éléments que j'ai eus partiels, à ma connaissance, ils viennent de la restitution qu'a pu faire cette référente harcèlement aux élus CSSCT dans un premier temps, et dans un deuxième temps à l'ensemble des élus CSE. Alors, c'est un site de Thales, on est à peu près 2500 salariés, avec 2 entités juridiques. Donc moi, je fais partie, donc du coup, les instances sont dupliquées. Il y a 2 CSE, il y a 2 CSSCT, même s'il y a une partie des réunions qui sont communes côté CSSCT. Et donc, les éléments que j'ai, moi, je les ai en tant qu'élu CSSCT, Thales DMS, voilà. Donc, on a eu une alerte qui est arrivée à la fin du premier confinement l'année dernière, donc de 3 salariés qui se sont plaintes auprès de la référente harcèlement d'un certain nombre de faits. Donc la référente est tout de suite allée voir le référent harcèlement site de la direction, qui est le directeur des ressources humaines du site, et ils ont conduit une enquête conjointe autour de ces faits. Alors là, il y avait un certain nombre d'éléments factuels parce que pendant le confinement, il y a des choses qui se sont passées par chat, donc il y avait des preuves matérielles. Donc il y a dans un premier temps 2 salariés qui ont été auditionnés et puis quelques jours plus tard, une troisième qui rapportait des faits similaires. Tout au long de ce processus-là, on a au niveau CSCT des réunions hebdomadaires et donc on suivait, enfin moi j'ai suivi à distance en tant que spectateur cette enquête, sachant que j'ai une double casquette, je suis aussi délégué syndical et que le harceleur était aussi venu me voir avant même que j'en ai connaissance au titre du CSCT pour que je l'aide à assurer sa défense. Donc j'ai informé tout de suite les élus CSCT dès que le sujet est arrivé en leur disant ben voilà, sachez que je peux pas vous en dire plus de ce qu'il m'a dit, mais si je gêne, je sors de la salle, il n'y a pas de problème, je suis cette double casquette, elle peut être embarrassante.
Bon, de fait, moi j'ai simplement le conseil que j'ai donné aux salariés, c'était de ne pas nier les faits et d'avoir plutôt un profil bas sur le ton de l'excuse, sur le fait, ce qui était le cas, hein, qu'il n'avait pas bien compris que ces agissements pouvaient être ressentis de façon violente et impactante pour les personnes concernées, et voilà, que de nier les faits, ça jouerait contre lui, c'était pas la bonne chose à faire. Donc l'enquête s'est déroulée. Suite à ça, donc il y a eu une mise à pied conservatoire assez rapide qui a permis aussi de dérouler une partie, enfin de permettre aux victimes de se sentir un peu moins, enfin protégées temporairement, pour pouvoir mieux parler aussi. Et puis une sanction par la suite qui a été prise par l'employeur. Donc la référente harcèlement nous a précisé qu'elle avait participé à l'enquête, qu'elle avait donné son avis, qu'elle avait vérifié que les victimes avaient été bien entendues, que le contradictoire avait été respecté, mais ensuite ne s'est pas mêlé de la sanction qui devait être prise, si sanction il y avait, par l'employeur et uniquement par l'employeur. Nous, en tant qu'élus, c'est important qu'on protège le collectif de travail et bien sûr, on doit contribuer à ce que la situation psychosociale soit apaisée dans l'entreprise, mais on ne doit pas non plus se substituer à l'employeur qui doit seul prendre des sanctions. Voilà. Quelle a été la sanction ? Donc la sanction qui a été décidée après une mise à pied qui a été faite pendant l'été, ça a été de sortir la personne de son service et de la changer d'environnement de travail. Alors elle est restée sur le même site, mais elle a changé d'organisation hiérarchique, de projet, etc. Ce qui a manifestement pas été sans mal parce que c'était une personne clé sur le projet et que les autres intervenants comptaient sur cette personne. Et il a fallu que la direction de l'entreprise leur explique les raisons qui faisaient que c'était pas possible de continuer comme ça. Et la direction accueillante aussi a été briefée sur l'arrivée de cette personne et les conditions d'arrivée de cette personne-là, a priori. C'est ce qu'on vous a raconté. Exactement, exactement. Donc ça s'est fait au niveau de la chaîne managériale et c'est, je pense, une bonne chose que la hiérarchie accueillante connaisse le contexte, non pas pour continuer à donner une certaine pression sur le salarié concerné, mais pour être un peu plus à l'écoute et avoir une acuité particulière à des signaux faibles qui pourraient transparaître pour éviter que ça recommence. En l'occurrence, je pense que le salarié a compris que voilà, il avait dépassé un certain nombre de limites et que il va faire particulièrement attention maintenant. Alors, Cyril, avec ton témoignage, ce qui est intéressant, c'est là, si tu peux rapporter le deuxième cas que vous avez suivi, parce que ça pose la question de la sanction et comment la sanction est comprise par les salariés, le collectif au sein du site. Donc, le deuxième cas, c'est encore une histoire de harcèlement, mais là, cette fois, c'est une sanction plus lourde qui est prise. Oui. Alors d'abord, je réponds à une petite question d'Élise dans le chat. Donc la personne qui a été déplacée, c'est le harceleur. Justement, on a bien fait attention de ne pas déplacer les harcelés. Et effectivement, c'est un point important parce que souvent, la mise à l'abri des victimes, elle conduit à ce que ce soit les victimes qu'on déplace. Et là, on a bien fait attention à ce que ça ne soit pas le cas. Alors, dans le deuxième cas, donc là, dans ce premier cas, on avait des faits qui avaient duré quand même un certain temps pendant le confinement et qui ont été révélés à la suite du confinement. Sur le deuxième cas, c'est un cas également de harcèlement sexuel dont les faits se sont déroulés en 2-3 jours uniquement, avec un salarié qui a déclaré sa flamme à une collègue qu'il ne connaissait pas encore, une jeune femme, de façon très très insistante. Un salarié, alors c'est important aussi, donc un homme vis-à-vis d'une femme d'une carrure imposante face à une femme qu'il était beaucoup moins et qui s'est vraiment senti violemment attaqué
par quelque chose de complètement déplacé et insistant avec un petit post-it en lui laissant son numéro de téléphone, en allant essayer de la rechercher ailleurs dans l'entreprise, une fois au restaurant d'entreprise, une fois après dans les couloirs, où l'élément déclenchant le dérapage ou l'élément le plus violent ressenti par la victime a été à un moment donné où il se rapprochait d'elle, et lui a pris le bras. Alors, ces éléments-là, toujours pareil, moi je les ai à travers uniquement le discours de notre référente harcèlement. Dans ce deuxième cas, c'est la hiérarchique de la salariée victime qui a appelé le référent harcèlement direction, et c'est ensuite le référent harcèlement direction qui s'est mis en lien avec les deux référents harcèlement salariés, puisqu'on a deux entités juridiques et qui ont conduit l'enquête conjointe. Dans cette enquête conjointe, un des éléments qui a été pris en compte, ça c'était des éléments de vidéosurveillance qui sont dans les couloirs du site et qui ont permis aux personnes qui n'avaient donc pas assisté à la scène d'avoir des éléments objectifs qui sont venus étayer les dires de la victime, et manifestement, même si je ne les ai pas vus, ces images, la salariée, par son geste de recul, se sentait agressée, même avant qu'il lui prenne le bras. Voilà, donc suite à ça, donc toujours pareil, il y a une mise à pied conservatoire, et là, la décision de la direction a été un licenciement. Donc c'est une décision qui est lourde pour des faits qui ont été assez rapprochés, mais qui ont été aussi vécus de façon très violente par la victime. Ouais. Alors, et dans quelle mesure, parce que tu me disais, je pense que c'est un sujet que tu notes, que la communication de la direction à l'égard de ces deux affaires a été balbutiante, pour toi pas suffisante pour éclairer le truc, parce qu'en attendant, Radio Moquette a fonctionné à fond, et qu'il y a un sentiment qui peut être perçu de deux poids deux mesures. D'un côté, un harceleur présumé qui est déplacé, et puis de l'autre côté, un harceleur présumé, au sens juridique du terme, oui, Oui, c'est qui présumé, oui. est licencié. Dans quelle mesure il y a un défaut, il y a la difficulté à faire de la pédagogie sur la sanction, quoi. Sachant que la première n'est pas vraiment une sanction, quoi. Ça a été quand même une sanction pour le salarié concerné. Il y a une mise à pied avec perte de salaire, il y a eu une sortie de son environnement de travail pour le déplacer ailleurs. Donc c'est une vraie sanction vécue comme telle par le salarié concerné, ça ne fait pas de doute. Après, elle a des impacts à plus court terme. En tout cas, oui, c'est effectivement beaucoup moins impactant que de perdre son travail. Ce que nous, en tant qu'élus, nous avons regretté, et nous avons pressé la direction de le faire, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, c'est de communiquer très largement et à l'ensemble du personnel du fait qu'il y avait eu un cas de harcèlement, du fait qu'il y avait eu des sanctions qui avaient été prises, et que ça soit porté à la connaissance de l'ensemble du personnel. Parce que pour nous, c'est aussi un signal fort de la direction à travers cette communication, de montrer que ces faits-là ne sont pas admissibles dans l'entreprise. Et si on ne communique pas sur les sanctions, j'ai envie de dire, ça va concerner une personne qui va être sanctionnée. Alors peut-être que sur cette personne-là, ça va avoir un impact fort parce qu'elle a été sanctionnée. Mais si les autres ne prennent pas conscience que ces faits-là peuvent être sanctionnés dans l'entreprise, ils peuvent être un peu moins regardants. Et puis, il y a toujours une ligne qui est pas facile à voir entre la drague et puis des faits qui relèvent de harcèlement sexuel. Et cette frontière-là, en plus, elle peut éventuellement, dans certaines situations, changer dans le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait très bien être sur une situation de drague, voilà, et puis au bout d'un moment, le salarié ou la salariée dit non, et puis l'autre continue, et là, on passe dans un autre registre. Et c'est aussi important qu'à travers la communication que fait la direction des sanctions, elle profite de cette occasion-là pour pouvoir faire de la pédagogie et expliquer ce qui est admissible, ce qui n'est pas,
parce que on a tous, je pense, déjà vécu des pauses café avec des blagues, et puis même sur les blagues, il y a des choses qui sont à connotation sexiste, qui n'ont pas forcément leur place, même si c'est très nettement un registre en dessous. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi à travers des faits anodins qu'il est important de pouvoir identifier, nommer les choses pour faire de la pédagogie. Et ça a été raté dans ce premier cas, et peut-être que si la pédagogie avait été faite sur le premier cas, le deuxième n'aurait pas eu lieu. En tout cas, j'espérerais que ce soit le cas, mais on ne le saura pas puisque ça ne s'est pas passé comme ça. Merci Cyril. D'ailleurs, la question de les frontières entre la question récurrente sur les frontières entre la dragounette, comme c'est employé le terme, et l'agression, et ce qui peut être ressenti comme clairement une agression, elle n'est pas évidente. Et ça remet le couvert sur le fait d'être très clair sur faire de la pédagogie là-dessus. Voilà. Merci Cyril. Sylvain Blondiot, donc tu es en charge de la sécurité et de la santé au travail au sein d'Orvitis, c'est donc un office HLM, ex-office HLM en région, je crois qu'on dit plus office HLM, non? Si, c'est toujours un office public. Ok, d'accord. De Côte d'Or. Ok, en Côte d'Or. Et donc, toi, pour parler clairement, vous avez fait appel à Impact Études dans le cadre d'une enquête paritaire récemment, en juillet dernier. Il y a eu un clash, une altercation entre des salariés. Et toi, tu as considéré que c'était plus pertinent de faire une enquête paritaire que de rechercher une sanction, etc. Et donc, tu as privilégié cette approche-là. Si tu peux nous expliquer pourquoi le fait d'avoir, en tant que direction, s'être investi dans une enquête paritaire, dans quelle mesure tu considères que vous allez y retrouver vos petits et qu'il y a une sortie par le haut, on va dire, comme disait un peu Stéphane, et pourquoi externaliser aussi la démarche? Très bien, merci. Bonjour à tous. Simplement sur la question de la dragounette, peut-être mentionner la notion de réciprocité à un moment donné aussi. Ça marcherait d'autant mieux que l'autre serait d'accord. Bon. Alors sur la démarche de l'enquête, à Orvitis, j'ai eu la chance d'exercer des mandats de secrétaire CHSCT et de secrétaire adjoint du CE avant de basculer du côté de la force obscure, du côté employeur pour travailler sur ces questions de santé et sécurité au travail. Donc je suis typiquement le salarié désigné dans le cadre de la loi pour accompagner et conseiller l'employeur sur ces questions de santé et sécurité au travail. Donc c'était là où c'est intéressant, c'est que le prisme a été travaillé déjà à l'époque avec JL au Conseil sur une autre enquête qu'on a pu avoir par le passé, du côté représentant du personnel, et puis la dernière en date avec Impact Études sur pour ce qui était de ma partie du côté employeur. On a fait très rapidement sur l'incident qui s'est produit, le clash qui s'est produit entre la N+1 et son N-1, la distinction entre des propos qui avaient été tenus par le collaborateur qui étaient menaçants, qui étaient répétés puisque plusieurs situations avaient pu avoir lieu par le passé. Mais on a aussi vu très rapidement du côté employeur comme du côté des représentants en CSE que l'ensemble des facteurs qui amenaient à ces situations-là étaient bien exogènes aux deux individus. Alors certes, il y avait une relation dégradée, mais on a aussi très rapidement compris que la relation dégradée n'était pas simplement du fait des deux individus. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a convenu avec l'employeur et le CSE la mise en place de l'enquête paritaire. Voilà. Ok. Et tu as aussi cette approche-là, tu as une approche aussi particulière parce que tu ne l'as pas dit, mais tu as pendant fait près de 10 ans, en fait, été médiateur auprès des bailleurs. Donc, ça aussi, ça t'amène à une posture. Et quand on préparait l'entretien, tu me disais que l'enquête paritaire, pour toi, c'était une forme de médiation. Ça veut dire quoi? Ou de remédiation? Oui, il y a une forme de médiation, il y a une forme de remédiation. C'est effectivement deux termes qui sont importants chez nous, en l'occurrence. Parce que, heureusement peut-être, à Orvitis, on n'est pas souvent exposé à ce genre de choses. Et le fait d'externaliser l'enquête
apporte plusieurs avantages. C'est-à-dire que il y a le socle commun de l'enquête paritaire qui va être traité à ce moment-là par Impact Études. Il va y avoir la délégation d'enquête qui va être mise en place, mais il y a quand même tout ce travail d'accompagnement, peut-être de vulgarisation en tous les cas, de ce qu'est l'enquête, à quoi sert une délégation d'enquête, en quoi c'est important qu'elle soit paritaire, et puis aider à la fois l'employeur et les représentants du personnel, dont on pourrait quand même rappeler rapidement que le changement de statut en CSE ouvre des missions incroyables pour les élus aujourd'hui, très compliqué, surtout sur des nouveaux mandats, puisque nous, en plus, on a un CSE qui a été renouvelé il y a 2 ans. Donc, imaginez quand même le travail à accomplir pour commencer en maîtrise sur l'ensemble des sujets portés aujourd'hui par le CSE. Ce qui veut dire aussi, c'est que Impact Études avait, même si c'était pas une mission directe, mais dans la manière dont on a travaillé, il y a eu aussi un accompagnement sur la levée des compétences un petit peu. Essayer d'acquérir du savoir et d'un côté et de l'autre pour permettre vraiment à chacun de bien comprendre les contours dessinés de l'enquête paritaire et puis quand même lutter d'un côté comme de l'autre, puisqu'on avait au sein du CSE une personne qui était filialement attachée à la N+1 qui avait clashé, faire comprendre à tout le monde qu'on n'était pas sur une recherche de responsabilité, que ça allait appartenir à l'employeur exclusivement. L'enquête paritaire n'avait pas cette vocation-là dans la commande qu'on avait passée à Impact Études. Entendu. Il y a une question, enfin, je t'ai lancé sur le terme de remédiation et a priori, et tu confirmes qu'il y a eu une remédiation auprès du collectif de l'équipe, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que… C'est quoi une remédiation au niveau de l'équipe de travail, du collectif? Alors, en fonction des situations, on peut se retrouver sur des situations tendues pour lesquelles on interviendra simplement pour redéfinir les rôles de chacun, faire de la médiation toute simple. Arrivent des situations où le stade est tellement avancé qu'on est sur de la remédiation, c'est-à-dire que là, on n'intervient plus en extincteur, on intervient en canadair. C'est-à-dire que les moyens qui sont supposés à un moment donné ne concernent plus forcément les individus, mais là en l'occurrence c'était le collectif de travail qui pouvait avoir un ou deux clans en tous les cas de constituer. Donc les moyens engagés derrière, et ça c'est vraiment l'enquête paritaire qui a permis d'objectiver ces choses-là, et pour tout le plan d'action, toutes les recommandations qu'on a pu faire au sein de la délégation d'enquête, elles ont pu facilement s'illustrer. Ça a été de dire que arrivé à ce niveau, il nous fallait un tiers vraiment extérieur pour travailler en fonction des difficultés qu'on avait rencontrées sur du coaching individuel pour une partie des encadrants, et puis bien sûr sur le coaching ensuite collectif de l'agence, parce qu'il y avait besoin de rassembler tout le monde, de travailler sur ce qui pouvait les rassembler à nouveau. Ok, merci Sylvain. Parfait. Bah écoute, parfait. Christine Fourage. Donc, tu es donc la responsable CGT du syndicat de l'enseignement et de la recherche privée. Non, pas tout à fait. Ouais, non, mais bon, Mathieu, je te laisse repréciser. En tout cas, fort de ton expérience dans un enseignement privé, toi, tu as eu l'occasion de plusieurs fois activer, tu me disais, c'était l'ex-enquête d'épée, moi je ne connaissais pas, pour atteinte aux droits fondamentaux, et que dans les situations de harcèlement, quelles qu'elles soient, c'est un outil, un levier que les élus devraient ne pas manquer d'utiliser. Et donc, si tu peux nous expliquer un peu le contexte et un peu l'intérêt de ce levier-là, méconnu. Alors, tout d'abord, pour me présenter, je suis secrétaire générale du syndicat national de l'enseignement et de la formation privée, dans lequel il y a effectivement la branche des organismes de formation et la branche de l'enseignement privé indépendant, ex-hors contrat, et les universités catholiques. Donc, alors évidemment, il y a de la recherche dedans, mais c'est pas spécifiquement un syndicat privé de la recherche. Hein. Okay. Avant d'intervenir sur
sur la question des enquêtes, enquêtes d'épée. Je vous ai mis l'article du Code du travail actuellement, hein, qui vous permet de voir le cadre juridique. J'aimerais quand même vite fait, mais très rapidement, Vas-y. sur la discussion autour du harcèlement sexuel, du consentement, de la dragounette, etc. Mais vite fait, je vous ai remis aussi l'article, parce que je suis juriste de formation, donc ça me va bien, quoi. L'article sur le harcèlement sexuel, qui est quand même très très clair, hein, sur la définition du harcèlement sexuel. Ça ne concerne pas la dragounette, bien évidemment, c'est des comportements beaucoup plus inquiétants, beaucoup plus graves, et qui consistent à porter atteinte à la dignité de la personne, soit en raison de leur caractère, je le lis, hein, dégradant ou humiliant, soit parce que ça crée une situation intimidante, hostile ou offensante. Et effectivement, l'intimidation en fait aussi partie. Je ferme la parenthèse, mais juste pour dire aussi que j'ai eu affaire en tant que conseillère prud'homme à l'époque à juger des affaires de harcèlement moral, et j'avais mes collègues hommes qui ont eu cette réaction en me disant « Mais Madame Fourage, beaucoup de femmes seraient honorées qu'on les séduise ou qu'on les distingue ainsi. Ça fait toujours le jeu de séduction honore les femmes. Donc à un moment donné, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Honorer les femmes par la séduction et par la drague un peu appuyée, je suis pas bien sûre que ce soit forcément des relations de travail apaisées. Bon, je reviens sur ce que j'avais envie de dire. Oui, l'article qu'on appelait auparavant l'alerte des DP liée aux libertés fondamentales et à la dignité. Moi, j'aime bien utiliser cet outil. Pourquoi? Parce que dans le secteur dans lequel je suis, on a beaucoup de PME, de TPE, et finalement, on a des organismes et des associations, enfin bon, des établissements où on n'a pas de gros CSE. Les plus de 50 sont la minorité, bien sûr, il y en a des plus de 50. Et l'article 2312-59 actuel permet d'aller très vite lorsqu'il y a effectivement une atteinte à la dignité, à la santé physique et morale. Et les faits de harcèlement sexuel et moral ont toujours des conséquences sur la santé, la souffrance au travail et la santé des salariés. Et utiliser cet outil, ça permet d'abord très rapidement de saisir l'employeur. Il n'y a pas besoin de réunir le CSE. Il suffit que l'élu du personnel ait été mis au courant, quel qu'en soit le moyen. Il a eu connaissance, c'est ce que nous dit le Code du travail, d'un fait qui porte atteinte à la dignité de la personne. Et il n'a pas à juger, et là je suis d'accord avec tout le monde, il n'a pas à juger de la réalité des choses. On n'est pas dans le cadre de recherche de responsabilité, on est bien dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la protection de la santé des salariés. Et à ce moment-là, on peut saisir l'employeur afin qu'il y ait une enquête paritaire qui soit déclenchée, puisque l'effet de harcèlement, c'est un trouble illicite à l'ordre public, c'est un délit. Donc, il faut faire cesser ce trouble. Il faut faire cesser cette situation attentatoire aux libertés fondamentales. C'est la responsabilité de l'employeur, on l'a très bien dit au départ, et l'employeur est tenu d'agir. Et ça, c'est un moyen assez rapide pour agir, d'autant plus que l'élu, si l'employeur, pour X raisons, soit ne prend pas la mesure du problème, soit la réponse n'est pas adéquate ou insuffisante, ce d'autant plus que l'élu peut très bien saisir en lieu et place du salarié, si celui-ci, on est d'accord, bien sûr, on ne fait jamais les choses sans les salariés, peut très bien saisir le Conseil des prud'hommes, qui va, dans sa formation de référé, faire en sorte qu'il y ait une décision de prise pour faire cesser les faits incriminés.
Voilà, grosso modo, pourquoi moi Et- j'aime bien cette procédure-là, rapide, qui permet d'associer les élus dès la conception de l'enquête. C'est super important pour moi, hein, le fait que ça n'appartient pas à une partie, mais il faut se mettre d'accord sur les modalités de l'enquête, sur le questionnement, la manière de questionner, et éventuellement, si les différentes parties protagonistes de employeurs et élus se trouvent dépassés par la situation, rien ne les empêche de déléguer à un cabinet d'expertise, à un tiers, et pour voir les choses un peu différemment et de se faire aider, de se faire accompagner. C'est eux qui décident. Attends, je termine juste. Tu sais, je suis bavarde, tu me connais. C'est eux qui décident conjointement des modalités de l'enquête. Je t'écoute, Rodolphe. Non, Christine, est-ce que par rapport à ce que tu disais, cette forme d'enquête, la saisine par un élu, cette enquête ex-DP, dans quelle mesure elle permet aussi, quand des élus sont un peu gênés aux entournures sur des remontées de faits, des suspicions de harcèlement, de passer quand il n'y a pas de vote, de mettre les élus, l'instance face à ses responsabilités, quoi, par une action individuelle d'un élu. Je ne sais pas si je suis très Oui, clair dans ce que je dis là. oui, Parce que parfois, il y a des élus qui sont plus ou moins concernés par des enquêtes en cours ou des faits qui sont résolus. Enfin bon, bref, c'est jamais très très clair. Et donc, absolument, j'entends bien. Il n'y a pas besoin de la majorité enfin, un vote, effectivement. On peut être dans les petites structures parce qu'il y a des relations interpersonnelles, soit avec le plaignant, la victime ou la personne qui a subi l'effet de harcèlement, soit au contraire avec le harceleur. On peut être mis en difficulté et avoir du mal à obtenir une majorité via. Et ça, c'est humain, hein. Il y a plein de situations où on se dit, bah oui. Le collègue, je le connais, ou le collègue, c'est un camarade, ou je travaille avec lui. Enfin bon, il y a plein de situations où il est difficile, il peut être difficile, malgré la gravité des faits, d'obtenir un consensus du CSE. Moi, je l'ai vu plein de fois aussi en tant que conseiller prud'homme, où il y a des élus, des délégués syndicaux, à l'époque CHSCT, qui n'ont pas pris leurs responsabilités du fait de leur proximité avec l'un ou l'autre, quoi. là, tu vois, dans le chat, on a l'éclairage de Jonathan qui raconte enfin voilà, chez Decathlon, par exemple, des élus qui ont pris, qui avait un élu qui était dans le collimateur et l'instance, les élus de l'instance ont pris leurs responsabilités avec un DGI. Et pour mettre la personne face à ses responsabilités, etc. Et ça a été traduit par un licenciement. Christine, dans ton expérience, tu as été amenée à sous-traiter. Tu es bien engagé sur le sujet, mais tu as été obligé de contrainte de sous-traiter l'enquête à un cabinet. Et là, en l'occurrence, c'était pas un cabinet au sens strict, c'était l'ARACT, de mémoire, parce que là, dans ces histoires-là, quand on est trop concerné, enfin le côté par rapport à une histoire de morale, enfin tu peux nous raconter un peu l'histoire, dans quelle mesure C'est pas, enfin, je veux dire, la prescription maintenant, donc je peux citer, et puis c'est pas non plus secret. Je travaillais à l'époque à l'Université catholique d'Angers, qui est donc confessionnelle et qui a une certaine façon de poser la question de la morale sexuelle en direction de ses étudiants. Et de dire que, eh bien, à l'époque, et aujourd'hui je ne sais pas, mais en tout cas, de prôner l'abstinence et qui faisait, enfin, vraiment, il y avait le déni de ce qu'est la vie étudiante et des relations entre jeunes. Et donc, la Catho d'Angers avait recruté une infirmière qui venait du monde de l'humanitaire et qui a souhaité faire des actions de prévention en direction des étudiants par rapport à, effectivement, à la santé sexuelle, qui était un gros problème, hein, comme dans beaucoup de jeunes, parce qu'elle voyait arriver des jeunes filles lui demandant des conseils pour la pilule du lendemain, des jeunes filles qui avaient des pratiques sexuelles à risque. Et donc, elle a voulu mettre en place une action
en particulier autour du préservatif, de la contraception. Et elle s'est fait plus que taper sur les doigts, puisque à partir de là, effectivement, elle a subi des pressions et des faits qu'on peut qualifier de harcèlement. Moi-même, j'avais eu l'occasion de dire à mon employeur que on avait une responsabilité vis-à-vis des étudiants qu'on encadrait et que on ne pouvait pas faire comme si tout cela n'existait pas. Bon, bref, il m'avait un peu reprise et donc il y avait ce contexte-là. Ce contexte qui était compliqué puisqu'on était on touchait à des morales, à des valeurs, à une idéologie. Et à l'époque, je travaillais avec un DRH qui lui aussi venait du monde qui avait travaillé dans une industrie agroalimentaire et qui se sentait pas très très à l'aise avec la situation parce qu'il savait que c'était un sujet très piégeux à l'époque et je pense que maintenant toujours. Et donc on a décidé d'un commun accord de construire le protocole d'enquête. Et moi j'aime bien le mot enquête, hein, je le disais dans le chat, parce que le mot enquête, c'est pas que l'enquête policière, c'est aussi un processus objectivant. L'enquête dans les sciences sociales, en sociologie en particulier, ça a un sens, hein, qui permet de recueillir avec une méthodologie la plus rigoureuse possible. On peut pas s'extraire forcément de ces affects. Bon, bref, on a mis en place un protocole d'enquête. On a vraiment veillé à avoir la main sur ce protocole d'enquête. Mais comme c'était un sujet extrêmement épineux dans mon établissement, on l'a confié pour la réalisation des entretiens. On a confié les entretiens à l'époque à l'ARACT des Pays-de-Loire, en fait. Ouais. Et comme tu disais, c'est super important de bien cadrer la méthodologie de recueil de l'information, quoi. Enfin, ça s'improvise pas. Les élus, la majorité des élus sont pas formés pour, quoi. On est bien d'accord. Oui, absolument. C'est savoir poser les questions, savoir construire un guide. C'est un métier, en fait, hein, un guide d'entretien, poser des questions les plus objectives possibles, les mêmes aux différents protagonistes, ne pas mettre ses propres affects. C'est pas simplement, ça s'improvise pas du point de vue méthodologique, mais du point de vue de son implication personnelle. Ça peut ne pas s'improviser aussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est en interrelation avec nos collègues. Donc, pouvoir se tenir à distance, c'est toujours compliqué. Merci Christine. Merci à vous quatre de vos interventions. Il y a beaucoup de réactions dans le chat, des questions. Je vous propose de passer à la deuxième séquence. On a à peu près de 40 minutes pour prendre des questions qui sonnent à vos oreilles et rebondir et interagir plus librement. Moi, j'en vois plusieurs, mais je vous propose de vous lancer sur ce qui vous interpelle dans ce que vous avez pu lire, tous respectivement, dans le chat et questions. Sylvain. Oui, je vois circuler beaucoup de choses concernant la CSSCT. Je pense qu'on pourrait au préalable quand même bien redéfinir le rôle de la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui n'est plus ce qu'était le CHSCT avant. Il n'y a plus de secrétaire, hein. Donc on n'est plus sur deux instances différentes avec le CE d'avant. Aujourd'hui, le CSE peut, mais il n'a pas cette obligation-là, créer une commission santé, sécurité, conditions de travail, et auquel cas on va avoir un rapporteur de cette commission qui va pouvoir ensuite remonter les informations au CSE. Mais la CSSCT d'aujourd'hui a perdu tous ses pouvoirs par rapport au CHSCT d'avant, qui pouvait, lui, à son initiative, diligenter les enquêtes. Tout à fait, Sylvain. Stéphane, ouais. Oui, je réagis aussi. Je vais tout à fait dans le sens de Sylvain. Hein. Je pense que le rôle de la commission, il est défini soit par accord, soit dans le règlement intérieur, au mieux dans le cas d'un PV du CSE. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que seul le CSE a le pouvoir
au final de faire des préconisations que, la commission, j'allais dire, elle a un travail d'investigation, elle peut avoir un travail de préparation pour le CSE, mais n'oublions pas que seul le CSE est juridiquement en capacité à mener, de déclencher une expertise, ça c'est une réalité, et souvent aussi à mener des enquêtes, enfin en tout cas à lancer des enquêtes, etc. Je réagissais aussi une question où quelqu'un posait sur le détail de ce qui est communiqué au CSE. Il est évident qu'une enquête, c'est aussi un travail minutieux où beaucoup d'informations sont récoltées. Des informations qui peuvent être et confidentielles et qui, si elles sont diffusées, peuvent aussi porter atteinte, puisque des gens disent des choses, il y a du contradictoire. Et donc, l'intérêt de l'enquête, c'est de faire la part des choses et d'analyser et de porter à la connaissance du CSE et donc des salariés, puisque le PV en fera le rapport, des éléments qui sont les plus objectivables possibles, je dis bien les plus objectivables possibles, de façon à pouvoir faire des préconisations et pour l'employeur prendre des décisions de changement d'organisation. Donc, il y a la délégation a un devoir de confidentialité dans les éléments qu'elle recueille, fait le tri, et présente son rapport sans aller dans le détail. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'elle n'a pas à aller dans le détail, mais elle est à l'essentiel de qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle retient et qu'est-ce qu'elle préconise. C'est justement le rôle d'une délégation, c'est de prémâcher le travail. Sinon, on mettrait tous les élus dans ce travail d'enquête, ce serait beaucoup plus long, plus compliqué. Et je pense que c'est un travail qui se fait aussi avec un nombre réduit de personnes. On va pas être à 8 pour faire une délégation d'enquête. Donc, il faut que quand on fait des entretiens, si on est 4 en face, ça intimide beaucoup les personnes. Donc, la question de la méthodologie qui est très bien définie en amont et qui s'appuie sur une méthodologie qui est rigoureuse, je pense que c'est fondamental pour que derrière, tout le processus puisse se dérouler sereinement et qu'on ait confiance dans les résultats qui seront présentés au CSE et donc aux salariés. Stéphane, il y avait une question sur est-ce que ça peut être simultanément une enquête de la direction pour chercher la faute et une enquête paritaire? Est-ce que les deux peuvent se mener conjointement, simultanément? Oui, c'est assez courant parce que l'employeur, lui, a une obligation, Christine le disait tout à l'heure, il a une obligation d'agir rapidement et je pense que c'est son obligation d'employeur. Il doit faire cesser des faits répréhensibles, délictueux ou pénalement répréhensibles. Donc, il doit agir vite. Et en même temps, il doit agir en prévention. Donc, les deux démarches qui sont aujourd'hui confirmées par les jurisprudences à tous les niveaux obligent l'employeur à agir sur les deux niveaux. Donc, à la fois en sanctionnant ou en faisant cesser les faits délictueux ou les faits répréhensibles, et en même temps en menant un travail d'investigation afin de faire de la prévention. On voit bien que l'un et l'autre peuvent être menés en même temps, souvent avec une temporalité qui peut être plus rapide dans l'enquête employeur parce qu'il y a une nécessité d'agir vite et de pas traîner et de laisser un tout petit peu plus de temps à la prévention parce que ça nécessite aussi un peu plus de recul et d'analyse organisationnelle. Donc je pense que mais les deux peuvent se faire en même temps et je pense que ils ont des objectifs un peu différents, mais on peut partir du même matériau et partager aussi des éléments objectivables. Voilà. Donc je pense que ça peut être utile. Après, on sait très bien que chacun aussi a ses objectifs propres. Cyril. Alors, ouais, moi je voudrais réagir par rapport à ça. Une des difficultés, s'il y a deux enquêtes parallèles, ce qu'il faudrait absolument éviter de mon point de vue, c'est d'entendre les victimes plusieurs fois. Écouter une victime, c'est lui faire revivre ce qu'elle a vécu et donc bien sûr que c'est nécessaire, mais il faut le faire une seule fois et pour ça, il y a plusieurs raisons. D'abord pour éviter à la victime de revivre son traumatisme et d'autre part parce que quand on interroge plusieurs fois une personne, elle risque de ne plus savoir ce qu'elle a dit la première, si elle l'a dit à la première, la deuxième, etc. Il peut y avoir des manques et c'est vraiment, c'est pas une chose à faire. Donc moi, quand la situation le permet, je pense que c'est quand même le mieux que l'enquête soit conjointe ou qu'elle soit donnée à un cabinet extérieur. Mais en tout cas, le but premier dans ces situations-là, c'est de protéger les victimes. C'est pas de leur faire revivre leur traumatisme N fois. Et il faut vraiment veiller à ce qu'elles soient entendues qu'une seule fois. Voilà. L'avantage, juste en complément, mais très rapidement, l'avantage de l'enquête paritaire, c'est qu'on a les deux parties. Donc, effectivement, l'employeur est présent
lors de cette enquête et donc peut utiliser les matériaux éventuellement, et ça évite de faire témoigner deux fois, vous avez raison, les victimes, parce que c'est une procédure qui est assez investigatrice et sensible pour les victimes. Voilà. Et après, je voulais réagir à ce que disait Sylvain par rapport au CSSCT. Alors, c'est vrai que les CSSCT ont perdu par rapport au CHSCT beaucoup de leurs prérogatives. Nous, globalement, on continue à fonctionner un peu comme avant, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et quand la direction nous dit, mais écoutez, non, là, vous avez pas vraiment ce droit-là au niveau CSSCT, on utilise la menace de dire, bah, écoutez, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on demande un CSE extra et puis on le traitera en CSE. Et en général, c'est un levier suffisant pour faire en sorte qu'on puisse avancer côté CSSCT. Entendu. Alors, Christine, après Sylvain. Je voulais aller dans le même sens que Cyril. Là, j'ai vu dans le chat des questions, une question qui dit il y a eu une enquête de la commission CSSCT, mais le CSE n'a pas été, ne sait pas ce qui s'est passé après. Rappelons quand même que cette fameuse commission, c'est une émanation du CSE. Donc, c'est le CSE qui a la main. C'est lui qui est maître d'œuvre. Il délègue pour des questions pratiques, des enquêtes ou même des inspections en termes de santé au travail, mais c'est lui. C'est lui qui doit l'encadrer. Tout le monde ne peut pas être en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, tout le monde ne peut pas. L'ensemble des membres du CSE ne vont pas mener l'enquête, ne va pas faire cette inspection. Mais il lui appartient au CSE de demander des comptes à sa commission CSSCT, tout simplement. Je voulais intervenir sur ce. Oui, d'ailleurs, je l'ai mis dans le chat, c'est qu'il y a une obligation, d'ailleurs, pour la délégation ou la commission, de présenter les résultats au CSE, puisque c'est lui qui est demandeur juridiquement de ce travail-là. Et voilà, donc je pense que c'est important de le rappeler, Christine, vous avez raison, que c'est le CSE qui a la main. Et c'est à lui de demander, s'il estime que la délégation va passer vite, que la commission ne travaille pas, il peut mettre les moyens pour que ça avance plus vite, ou en tout cas que le rapport lui soit transmis dans les meilleurs délais. Il y a une question que, Sylvain, après je te passe la parole, mais il y a une question qui est posée sur la place dans les enquêtes de l'inspection du travail et de la médecine du travail. Je ne sais pas si vous avez des échos là-dessus. Je vous la mets en magasin. Sylvain, tu voulais pas prendre la main? Ouais. Alors, j'ai peut-être des problèmes de connexion, donc je ne sais pas si vous me recevez, mais moi, c'est en train de se rafraîchir en permanence. On peut répondre tout de suite sur la notion d'inspection du travail et du médecin du travail. C'est propre à chaque entreprise. On a fait le choix depuis 2014 de les considérer comme des partenaires, ce qui peut paraître des fois un peu contradictoire avec le côté un peu répressif que notamment l'inspection du travail pourrait avoir. Mais il est évident que dès lors qu'on est sur des situations de cette nature, d'abord et avant tout, notamment pour la prise en charge de la victime, le médecin du travail est informé. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Moi, j'aurais plutôt aussi une petite intervention sur l'avant et puis l'après. On a pour habitude aussi souvent de dire que on travaille les choses quand tout va bien. C'est-à-dire quand on n'est pas exposé à un problème de harcèlement, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question de comment on prend le harcèlement, comment on va le traiter. On a mené un travail intéressant avec les représentants du personnel à l'occasion de la désignation de la référente dans ce domaine pour définir ensemble l'ensemble des process, le contenu, l'information, la sensibilisation de l'ensemble des salariés sur ce que l'employeur s'engageait à faire dès lors que ces situations-là se présenteraient. C'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui est diffusé, on est en train de réaliser la sensibilisation et je vous orienterai sur quelque chose qui est assez intéressant, qui de mon point de vue était plutôt bien fait, qui est le guide de prévention et de traitement des situations de violence de harcèlement de la fonction publique, c'est une édition 2017. Qui permet de manière assez visuelle de présenter des fiches réflexes victimes, témoins, collaborateurs, élus, des RH, etc. Ce qui permet à chacun de se retrouver, parce que
parfois, heureusement, on n'est pas trop exposé, on n'a pas trop l'habitude de gérer ces choses-là, qui permet d'annoncer à tout le monde la manière dont on va fonctionner, et puis d'avoir une espèce de checklist sur cette prise en charge. L'autre chose sur la notion d'après enquête, peut-être aussi indiquer qu'on a quand même notre fameux document unique d'évaluation des risques professionnels avec son joli plan d'action qui est parfois le moment de laisser les actions en plan plus qu'autre chose, mais on se retrouve quand il est assez bien monté, ce plan d'action, à intégrer obligatoirement les recommandations validées par le CSE du rapport d'enquête dans ce plan d'action pour surtout ne pas en perdre la mémoire. Et ensuite, on a installé chez nous un point récurrent en CSSCT, là pour le coup, sur le document unique d'évaluation des risques, ce qui nous amène tous les 3 mois à reparcourir ces actions et puis à rendre des comptes en tant qu'employeur sur ce qui a été fait ou pas. D'accord, très bien. Et on te demande, Sylvain, la référence de ce guide dans le chat. Si tu peux nous la partager, ça sera parfait. Oui, alors il va y avoir une difficulté, puisque Sylvain, il n'est pas 2.0. Mais je l'ai trouvé, en fait, c'est Ministère de la Fonction publique, édition 2017. J'essaierai, je ne sais pas comment faire. C'est quelque chose que j'ai chez moi, mais voilà, j'ai une limite technique. Là. Ok, je m'en excuse. Pas de problème. Christine. Je voudrais revenir sur une chose qu'a abordé Sylvain, c'est l'importance du DU dans la prévention des faits de harcèlement, parce que en tout cas dans beaucoup d'établissements, de petits établissements, la dimension risques psychosociaux est très mal renseignée et les actions de prévention sont quasi inexistantes. Bon, on ne voit pas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, on n'a pas de risque, donc on renseigne tout simplement. Et on n'en prend pas conscience, en fait. Donc, effectivement, le DU et sa mise à jour annuelle doivent être l'occasion de reposer à chaque fois, pour les élus, j'entends du CSE, de reposer à chaque fois et à intervalles réguliers la question des risques psychosociaux, dont le harcèlement, dont toutes les formes de harcèlement, en fait. Et de la place de l'enquête là-dedans. Et la place de l'enquête là-dedans, ça en découle d'une certaine manière. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et je vois beaucoup de questions dans le chat. Oui, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. L'employeur a mené une enquête en réunissant les membres de la CSSCT. C'est jamais passé en CSE. La maîtrise d'œuvre, c'est l'employeur, etc. J'ai envie de dire, c'est à vous de vous faire respecter en tant qu'élu, en fait. En vous formant et en connaissant vos droits et vos rôles et missions, c'est super important. En matière d'enquête, je l'ai dit tout à l'heure, la maîtrise d'œuvre, elle est partagée. Elle est partagée. Donc, veillez en tant qu'élu non pas qu'on vous dise « Oh non, mais j'ai reçu monsieur X ou madame Y, je lui ai dit que c'était pas possible, et puis circuler, il n'y a rien à voir ». C'est pas comme ça que ça doit se traiter. C'est vraiment de participer et d'être associé à part égale. Il n'y a pas de… Vous êtes des élus, donc le rôle de direction, le pouvoir de direction n'existe pas quand on est dans cette situation-là d'élu. C'est super important quand même de se dire non, là, on n'est pas dans un rapport hiérarchique. On cherche des solutions en commun. Et puisqu'on n'est pas dans un rapport hiérarchique, l'employeur ne peut pas se passer de votre assentiment, de votre accord sur l'entièreté de la démarche. Et puis, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais ça serait bien qu'on revienne aussi sur la question du contradictoire qui a déjà été… Ouais, justement, c'est nickel, Christine, tu me lances sur la voie, parce qu'il y avait des questions qui sont apparues en filigrane quand on a préparé les entretiens, et qui me sont revenus de d'autres personnes qui auraient pu potentiellement témoigner, qui sont d'ailleurs dans la salle. C'est dans les grosses boîtes, là, pour le coup, dans les grosses entreprises comme Thales, Airbus, etc., Stellantis, etc., la capacité, souvent les directions mettent en place des cellules d'alerte dans le cas de harcèlement et autres dérives dans les boîtes, et c'est centralisé.
Et la question qui se pose souvent, moi, que j'ai comme retour, c'est des élus qui se plaignent, enfin qui notent et qui demandent plus de transparence sur combien de salariés ont activé ces lignes d'alerte, combien d'enquêtes ont été menées et qu'est-ce que ça a donné. Et il y a un défaut, il y a un manque de transparence dans la restitution des directions centrales aux élus, aux instances sur ce que ça donne, ces enquêtes, et la place du contradictoire, parce que certains élus s'interrogent sur la place du contradictoire dans le cadre de ces enquêtes où on dégage des gens parfois sur des... Enfin, c'est loin d'être clair et ça mériterait peut-être de plus de transparence. Donc Stéphane, Cyril, là-dessus. Enfin, un mot sur, sur le contradictoire. Je pense que c'est vraiment la base d'une méthodologie d'enquête. Enfin, ça nous paraît effectivement fondamental de construire là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais sinon, la confiance entière dans le processus, quels que soient les faits qui sont identifiés ou reprochés, hein, toute personne a droit à être entendue. Et on se rend compte aussi que la méconnaissance aussi, parce que c'est juridiquement parfois un peu compliqué, de qualification de fait de harcèlement ou d'autres faits, rend aussi et le manque, enfin les informations parcellaires qui sont connues par un certain nombre de personnes, pas par d'autres. Je pense que le contradictoire, il s'impose. Donc il y a besoin. Alors soit on passe effectivement par un tiers expert qui peut garantir ça, soit on est très transparent sur la méthodologie en amont, c'est-à-dire au moment du déclenchement de l'enquête, il y a un travail de pédagogie à faire avec l'ensemble des élus dans le PV qui permettra aussi de présenter la méthodologie, de garantir cet aspect-là et d'en informer l'ensemble des salariés au travers du PV. Donc je pense que ça, c'est fondamental que cette étape-là soit pas bâclée. C'est-à-dire qu'on déclenche pas l'enquête et qu'on passe tout de suite à la phase, entre guillemets, qui va être en sous-marin. Parce qu'il y a forcément une phase d'analyse, d'entretien où tout le monde participe pas, une phase où on va retenir certains éléments, pas d'autres. Mais la partie en amont, elle est importante. Sylvain en parlait tout à l'heure. Hein, je pense que quand on clarifie bien en amont le processus méthodologique, derrière, c'est plus sécurisant pour les élus, c'est mieux pour les salariés parce qu'au final, ils ont davantage confiance. Et je pense que ça sécurise aussi l'employeur sur son processus s'il doit sanctionner. Donc, c'est un processus qui est gagnant pour les trois parties. Enfin, sinon, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait, et on l'a vu, on le voit, hein, des processus de sanctions qui sont contestés devant les tribunaux parce qu'effectivement, il n'y a pas eu ce principe du contradictoire. On a des jurisprudences qui sont un petit peu, on va dire, je vais être gentil, variables en ce moment. On a eu des choses qui sont globalement dans la confirmation du nécessaire contradictoire, puis d'autres jurisprudences qui ont dit que c'était pas totalement obligatoire, hormis dans le cadre quand on prend des sanctions. Bien sûr, là, dans ce cas-là, il faut entendre le salarié, lui laisser le temps de s'exprimer et formaliser les éléments qui sont retenus contre lui. L'enquête n'est pas un processus défini juridiquement. C'est défini dans son déclenchement, mais dans sa face, la méthodologie n'est pas juridiquement définie. Elle l'est par on va dire, des recommandations, par des experts, mais elle n'a pas de fondement juridique précis. Hein. Donc, l'employeur et le CSE peuvent utiliser les méthodes qui lui semblent les meilleures. Le mieux est quand même d'avoir un consensus sur cette méthodologie. Et c'est vrai que l'intervention d'un expert externe, quand on est sur un dossier un peu compliqué, où par exemple on a un membre du CSE impliqué, ou qu'on a la DRH impliqué, ou qu'on a le top management impliqué, ça aide à laisser ce contradictoire, à bien montrer qu'il a été respecté, de façon derrière à garantir le processus de prise de décision qui sera tiré des conclusions du rapport présenté par les élus. Sylvain. Micro. Tu as coupé ton micro, Sylvain. Micro. On peut pas lui allumer son micro. Si, mais j'arrive pas. Il est, à mon avis, il a un problème de réseau. Il n'a pas assez de réseau pour reprendre la parole, malheureusement. Peut-être qu'il peut couper sa caméra, ça aidera peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Tu nous entends, Sylvain, a priori? Je vais désactiver la caméra. Ouais, désactiver la caméra. Et là,
Ça marche pas mieux. Non, non, à mon avis, il a un problème de débit. Bon, bah, on va retrouver Christine, Cyril, sur le contradictoire, Christine. Enfin, tu me disais, Stéphane, que le contradictoire, ça commençait aussi par ne pas passer en entretien avec la personne, avec le présumé coupable en dernier, quoi. Après avoir Non, vu tous les je témoins, pense par que exemple. en général, ce qu'on fait nous, c'est que la victime, évidemment en premier, euh, on évite de faire comment dire le présumé coupable tout à la fin, en ayant entendu tout le monde. Pourquoi? Parce que ça peut donner le sentiment qu'on construit à charge. Et je pense que ça, c'est pas non plus bon. Alors, c'est ce que certains employeurs font. En tout cas, moi, je le déconseille. Après, je pense qu'il n'y a pas de méthode infaillible, hein. Mais il me semble important d'entendre rapidement la personne de façon à ce qu'elle n'ait pas le sentiment d'être mise de côté dans l'enquête. Et ça, pour moi, c'est important aussi le ressenti. On sait très bien qu'en matière de risque psychosocial ou d'une façon générale, le ressenti est important aussi. La façon dont les acteurs internes ou externes perçoivent la façon dont on procède est importante dans les suites qu'on peut donner aux enquêtes. Donc, en tout cas, nous, on essaie d'entendre rapidement le présumé. Après, il peut y avoir aussi on a des situations où les gens ne refusent d'être entendus. Ça peut arriver. Ce qu'il faut, c'est bien garantir que la personne a été sollicitée, qu'on lui a donné des garanties en termes de confidentialité, et il nous arrive aussi de le formaliser de façon très abouti, puisque si on n'est pas certain, et il arrive que des fois les victimes ou alors les présumés harceleurs soient en arrêt, de leur donner la possibilité de s'exprimer de quelque façon que ce soit, hein, dans l'entreprise, en dehors, par écrit, de façon à laisser l'ensemble des champs du possible. Quelle est la part, après je te passe la parole Christine, mais Stéphane, quelle est la part dans vos interventions des victimes potentielles et des présumés coupables qui refusent de passer en entretien, pour moult raisons? C'est pas la majorité, mais je dirais 10-15% quand même, parce que ça arrive. S'il y a vraiment des faits totalement établis, on peut avoir des présumés harceleurs qui veulent pas rentrer dans le process, qui savent que c'est un peu mort d'avance, donc qui refusent des fois sur conseil des avocats aussi, hein, d'en dire le moins possible et de se réserver pour quand ils seront en justice ou quand ils seront dans le processus de sanction lui-même. Donc parce que là, il n'y a pas l'avocat, donc il n'y a pas le tiers. On ne maîtrise pas ce qu'on dit. Voilà, donc c'est important, sachant que nous, ce qui est important, et je l'ai pas dit, mais dans la méthodologie, c'est que on fait valider à la fin de l'entretien par la personne ce qui a été dit. Donc on y a un compte rendu et la personne valide. Donc si elle n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, on peut refuser et on n'utilisera pas ce qui a été dit. C'est fondamental parce que il faut que les éléments qu'on recueille qui vont servir à faire les préconisations et pour l'employeur à établir des sanctions, en tout cas, nous, pour objectiver les faits, il faut que tout le monde soit d'accord avec les éléments que l'on retire des entretiens. Donc ça, c'est dit en amont et c'est dit en aval avec un accord et souvent, nous, un accord écrit. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de valider par écrit le rapport en corrigeant éventuellement s'il y a des erreurs. Merci Stéphane. Christine, tu voulais rebondir? Sylvain, il est en galère avec son micro. Oui, je voulais rebondir sur l'écoute des différentes parties prenantes. C'est une chose que d'entendre et d'écouter les victimes, de postuler que le ressenti est vrai par rapport à elles-mêmes, hein, je veux dire, de ne pas dire a priori ce que tu me racontes, tu te montes la tête ou c'est disproportionné, donc d'entendre la parole telle qu'elle est et de postuler que ce ressenti-là exprime une réalité. De la même manière, il faut avoir la même posture vis-à-vis du harceleur. Il n'est pas nécessairement, sa parole n'est pas nécessairement à rejeter. C'est-à-dire que voilà, les deux sont à prendre en compte et ne pas se positionner pour ou contre une partie d'emblée me semble une précaution méthodologique extrêmement importante. C'est ce que je dis souvent, ce qu'il m'est arrivé de dire là, il n'y a pas si longtemps que ça, à des élus qui m'ont interrogée. On n'est pas dans hashtag #MeToo balance ton porc. C'est pas
du tout la même chose. On n'est pas dans la dénonciation. C'est vraiment extrêmement important. On doit agir pour préserver, je le redis plein de fois, la santé au travail et la santé de la personne qui se sent harcelée, victime de harcèlement. C'est pas forcément de prendre. Alors, ça va être maladroit ce que je vais dire. Il faut recontextualiser à chaque fois les choses et voir que c'est une expression. Je prendrai un autre exemple. Lorsque le harceleur est dans les petites structures, le directeur ou le chef d'établissement ou l'employeur, il m'est arrivé de voir un employeur qui dit non mais c'est à contrario, hein, c'est un exemple à contrario. Là, il n'y a pas longtemps, un employeur qui dit non mais les propos a ramené la salariée sont des propos calomnieux, diffamatoires et fallacieux. Il appartient aux élus tout simplement de dire c'est le ressenti de la salariée vis-à-vis d'une situation. Elle est en souffrance au travail. On ne demande pas, évidemment, aux victimes de faire ce travail sur leur affect quand elles sont dans une situation de fragilité, de difficulté. Donc, on ne disqualifie pas a priori les propos de la victime, comme on ne disqualifie pas a priori les propos du harceleur. Juste, je voulais... Merci Christine. Merci Christine. Je crois qu'on a retrouvé Sylvain qui a désactivé son micro, mais qui a priori peut le réactiver, non? Oui, je vous laisse poursuivre l'échange. Je reprendrai derrière si vous m'entendez. Non, c'est bien. Vas-y, là, c'est bon, t'entends. Vas-y. Merci. Simplement, je rebondis alors peut-être sur ce que disait Stéphane tout à l'heure sur l'importance que ce soit vraiment contradictoire, etc. Parce qu'en fait, on est déjà en train de travailler l'après. Et là où c'est extrêmement important, parce que les issues, elles peuvent effectivement amener à des condamnations. Il y a des situations qui sont inverses aussi. Hein. Donc, comment est-ce que pour quelqu'un qui aurait été pour des mesures conservatoires mises à pied, si on ne discute pas avec, si on ne l'entend pas, comment on fait après pour raccommoder les morceaux, hein? Donc vraiment cette utilité, encore une fois, on n'écrit pas ce qu'on n'est pas capable de dire. L'utilité d'échanger ensemble, de pouvoir avoir les deux avis systématiquement, et c'est un travail, en tous les cas pour moi, qui est extrêmement important, un travail collectif, qu'il y ait exactement le même niveau de compréhension de la part des membres élus du CSE, que du côté de l'employeur. On avance vraiment ensemble en permanence. Entendu. Merci Sylvain. Cyril? Bon, moi, j'ai pas forcément grand-chose à écouter. Je trouvais très intéressant les autres interventions les autres intervenants qui ont plus de background et de recul là-dessus. Moi, j'ai eu 2 situations qui nous sont un peu tombées dessus, que j'ai suivies un peu de loin. Voilà, donc c'était du concret, j'ai envie de dire, mais ça reste que 2 cas et c'est déjà beaucoup trop. Mais voilà. C'est sûr que on se rend bien compte qu'il y a des façons différentes de gérer les choses. Chez nous, je me rends compte qu'on a eu une très très forte délégation en fait du CSE et du CSSCT vers nos référents harcèlement, qui ont travaillé de façon conjointe avec le référent employeur pour mener les enquêtes. Et de fait, il y a très très peu d'informations qui sont sorties de ce cercle-là, les 2 référents salariés plus le référent employeur, et qui ont concentré l'ensemble des éléments. Moi, en tant qu'élu CSE, j'ai pas les noms ni des harceleurs ni des victimes. Après, il y en a un certain nombre dont j'ai eu des éléments plutôt par radio-moquette, comme tu disais, Rodolphe, mais au titre du processus d'enquête, nous, en tant qu'élus, on doit s'assurer que le processus il se déroule bien et être à l'écoute d'éventuelles dérives dans cette enquête-là. Mais si on ne fait pas partie de l'équipe d'enquête, on n'a pas forcément besoin d'accéder. J'ai pas les PV des entretiens, j'ai pas tous ces éléments-là. Je pense que le moins il y a de personnes qui en ont connaissance, et le mieux c'est, sauf s'il y avait des dérives dans le processus d'enquête.
ce qui, de mon point de vue, n'a pas été le cas dans ces deux cas-là. Et c'est bien toute la difficulté, après, comme on parlait du travail de communication post-enquête, quoi. Enfin, il ne s'agit pas de griller des personnes, et pour autant, il faut faire de la pédagogie. Et comme tu le disais, Christine, de contextualiser, etc. C'est quand même un exercice qui n'est pas facile, tant pour les élus que pour la direction, à mon sens, non? Moi, j'ai envie de dire sur cette question, il se trouve que mon expérience est un peu particulière parce que j'ai travaillé dans une université où il y avait des formations, des sociologues. J'en étais à l'époque, j'étais enseignant-chercheur en sociologie, des collègues qui étaient psychologues du travail et chercheurs en psychologie sociale, des gens formés effectivement à l'enquête et formés au biais des enquêtes et au fait qu'on puisse induire des réponses, qu'on puisse introduire les personnes enquêtées dans une imposition de problématiques. Or, c'est là où je suis d'accord avec toi, Rodolphe, c'est ça s'improvise pas, en fait. Ça s'improvise pas avec toute la bonne volonté du monde. Ça s'improvise pas que de savoir interroger parce que, comme on l'a dit en introduction, on n'est pas dans une enquête à charge. On n'est pas dans une enquête de police. On est dans la compréhension d'une situation de travail, dans le but d'y remédier. Et c'est complètement différent comme positionnement. Mais oui, s'il faut inciter sur quelque chose, c'est, moi je l'ai dit, associer les élus tout au long du processus et ne pas les déposséder au profit de la direction, mais surtout, les former. Et ne pas croire, comme on le voit parfois, quand on voit des questionnaires sur la souffrance au travail, que c'est facile à faire. J'ai pas dit que c'était impossible, mais j'ai dit que bien au contraire, les élus doivent se former à ces techniques-là. Et sans doute qu'on n'a pas le temps de le faire lors des formations de 3 jours ou bientôt, enfin 3 jours ou 5 jours et bientôt 5 jours pour tous, lors des formations destinées aux élus du CSE en santé au travail et conditions de travail. C'est pas là qu'on se forme à ça. Hein. Il faudrait penser effectivement à sans doute plus de droits. Là, je vais prendre ma casquette quand même de syndicaliste. Plus de droits pour les élus du CSE ou de la commission afin d'aborder d'une manière approfondie à la fois ces enquêtes-là, mais aussi, bon, c'est un autre sujet, on voit que c'est fait quand même assez rapidement, les enquêtes suite à un accident du travail. On n'a pas franchement le temps de les mener correctement. Et donc, la formation est nécessaire, à mon avis. Et les droits collectifs à la formation du CSE, des membres du CSE devraient être revalorisés de mon point de vue. Mais je ne peux pas vous dire autre chose quand même. Merci, Christine. Je suis d'accord à 100% avec ce que dit Christine. Je pense que ceci est déjà bien utilisé les droits parce que c'est pas toujours le cas non plus. Donc vous avez droit maintenant. En plus, ça a été clarifié. Il y avait un petit flou et une mauvaise rédaction de la loi travail. Là, c'est clair. À partir de fin mars 2022, tous les élus ont droit à 5 jours, mais je pense que vous pouvez déjà solliciter ce droit pour ceux qui l'auraient pas encore fait. C'est important. Et après, c'est la pratique aussi. Et puis, quand vous vous faites accompagner, demandez une montée en compétence. L'expert, il n'est pas là que pour faire, il est là aussi pour vous aider à faire à ce que vous-même vous soyez en capacité de faire, au mieux faire la prochaine fois. Voilà, c'est important. Entendu. Alors Sylvain, petit mot de la fin. Je précise que l'enquête que vous avez faite, c'est suite à un accident, une déclaration d'accident du travail, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, alors c'était justement ça. C'est-à-dire, ça a été une question dans le chat à laquelle j'ai répondu. Oui, ça donne lieu à une déclaration d'accident de travail parce que ça oblige derrière. C'est déjà pas mal. Sur ce que disait Christine tout à l'heure en matière de formation. Alors moi, du côté employeur, la posture est identique. C'est-à-dire, alors peut-être pas pour les mêmes choses, mais la posture est identique simplement parce qu'on pourrait imaginer que des membres élus insuffisamment formés ne prennent pas en charge, faute de maîtrise des difficultés, certaines situations, et donc soient plutôt dans l'évitement.
Ça, c'est la première chose. Ça nous arrange pas, nous, parce que du coup, les situations ne sont pas forcément connues ou ne sont pas forcément remontées. Et pour le côté employeur, ce qui est intéressant avec un niveau de formation des élus CSE, c'est que c'est des garde-fous. Ça devient des garde-fous pour l'employeur. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme on veut. Voilà. Donc c'est là où on est sur quelque chose qui me paraît équitable. Parfait. Stéphane, un petit mot de fin? Non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Ceux qui n'ont pas pu tout voir, regardez le replay, et puis on est à la disposition si vous avez des questions. Je pense que, en tout cas, le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à vous investir sur ces sujets-là. Faites-vous accompagner quand c'est nécessaire et formez-vous. Je vais reprendre la viatique de Christine. Je pense que c'est important et c'est la base de tout. Donc, quand on est bien formé, on est plus compétent, on agit mieux et c'est mieux pour tout le monde. Et la formation des élus, c'est la meilleure prévention pour les salariés. Écoute, merci Stéphane, merci à Pacte Études d'avoir porté cette petite matinée. Merci à Cyril, à Christine et à Sylvain pour vos témoignages. Merci à votre participation dans le chat. Donc, compte rendu à suivre. Je viens de poster le compte rendu du précédent live qui était sur la confiance en l'entreprise. Voilà. Et prochain direct le 15 octobre sur l'entreprise inclusive. Les règles communes pour le bien travailler, un vaste sujet, et le 22 octobre sur la négociation des plans de mobilité domicile-travail et l'équité que ça sous-entend entre ceux qui peuvent en bénéficier et ceux qui, notamment du forfait mobilité durable et ceux qui n'en voient pas la couleur et celles qui n'en voient pas la couleur. Écoutez, merci beaucoup, bonne matinée à vous et merci encore et à bientôt. Bonne journée et bon week-end. Merci à tous, bonne journée. Merci Rodolphe. Au revoir. Au revoir. Je dis au revoir parce que je n'avais pas rallumé mon micro.